va redémarrer sur une deuxième table ronde qui portera sur la question de l'accompagnement du changement social et notamment la participation des équipes et des populations aux recherches en sciences sociales, chose qu'on a un peu abordée déjà ce matin, mais qu'on va approfondir avec cette table ronde. Et je laisserai la parole au chair de cette table ronde, qui est Michel Sauquet, et qui, Michel connaît très bien, ou connaît bien MDM. Il a fait partie du groupe, en tant que bénévole du groupe sur les déterminants socioculturels qu'on a évoqué ce matin. Il a aussi co-animé avec Magali plusieurs ateliers sur le terrain sur la question de travailler avec les communautés, par exemple. Il est auteur d'une vingtaine d'ouvrages de fiction et de sciences humaines, maître de conférences à Sciences Po, et a beaucoup travaillé sur la question de l'interculturalité. Donc, Michel, la parole est à toi. Tu animeras cette table ronde. Merci beaucoup, Nicolas. En fait, Magali m'a proposé pour animer cette table ronde pour une raison simple, c'est que je dois prendre un train tout à l'heure. Donc, elle avait la certitude qu'on terminerait à temps. C'est ça, non? Bonjour à tous et merci de votre invitation. Donc on embraye sur une deuxième table ronde qui va être, elle, centrée sur l'accompagnement des acteurs, en continuant sur la question globale de cette journée. Est-ce que la recherche anthropologique, est-ce que l'observation et l'analyse des logiques sociales des uns et des autres et des écarts culturels, est-ce que tout ça sert vraiment aux équipes de terrain? Et dans quelles conditions est-ce que ça peut servir? Donc, dans quelle mesure est-ce que les outils qui sont produits par la recherche en sciences sociales contribuent à faire évoluer le regard et les pratiques des équipes de terrain? Comment est-ce que la recherche s'enrichit de ce que ces équipes apportent, de ces savoirs empiriques? Et comment est-ce que, au fond, les praticiens de l'humanitaire et les populations elles-mêmes peuvent-elles être participants, acteurs de ces recherches? Qu'est-ce que ça produit? Est-ce qu'il s'agit seulement, également, pour le chercheur, d'accompagner les équipes et de leur apporter des connaissances conceptuelles, ou est-ce qu'il s'agit aussi, et sans doute surtout, de leur proposer un travail d'analyse mené en commun, non pas pour, mais avec, et même peut-être à partir des praticiens et de leurs patients? Autrement dit, comment est-ce que la recherche peut être le moins possible hors sol et comment est-ce qu'elle peut être la plus utile possible? Comment est-ce qu'elle peut aider les équipes à passer d'une simple logique de projet à autre chose, faciliter cette négociation socioculturelle? Alors ça, c'est une expression, un concept, une pratique que j'ai appris de Magali depuis plusieurs années et dont je rends toujours justice à Médecins du Monde. Je pense que MDM a été très pionnier dans cette idée de négociation socioculturelle. Et puis aussi comment reconnaître les divergences de position des uns et des autres, les ruptures, les discordances dont parlait Yannick Jaffray tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut essayer de construire des processus qui sont plus négociés, moins asymétriques peut-être moins absurdes, en améliorant nos connaissances et en entrant en dialogue surtout et en négociant. Alors pour aller au cœur de ces questions, de ces vastes questions, nous allons plonger dans l'observation de deux aventures de recherche participative, l'une ayant eu lieu au Myanmar, en Birmanie, et l'autre en région parisienne. Alors on va s'intéresser d'abord à une étude de Médecins du Monde sur les perceptions de la réduction des risques, qui est une étude qui a été menée auprès des populations de l'ethnie Kachin au Myanmar. Et cette étude nous sera présentée par Magali Bouchon. Alors, je n'ai pas besoin de la présenter beaucoup quand même, parce qu'elle est un peu connue, socio-anthropologue, à l'origine de tous ces projets, DSC et les autres, qui est actuellement référente pour l'ensemble des recherches en sciences sociales de Médecins du Monde. Je suis content de voir Magali parce qu'elle est toujours en mission, donc c'est quand même rare qu'on arrive à tomber dessus. Et puis avec elle, Ernest Wyss, qui lui aussi a une grosse expérience internationale, notamment, si j'ai bien compris, en Iran, en Afghanistan, au Myanmar, qui est infirmier de formation et qui est aujourd'hui référent réduction des risques dans le pôle expertise et plaidoyer de Médecins du Monde. Alors ensuite, on
On n'aura pas le temps de prendre l'avion, on prendra une fusée pour revenir du Myanmar en région parisienne, en Île-de-France, et on va s'intéresser à une autre méthodologie participative qui a fait ses preuves autour des questions de santé sexuelle, notamment de la question du VIH. Il s'agit du projet Makassi qui vive le projet, qui vise à renforcer les capacités des immigrés d'Afrique subsaharienne pour aboutir à la réduction des vulnérabilités sociales et de santé sexuelle en Île-de-France. Alors pour nous en parler, nous avons 3 intervenantes. Anne Gosselin, docteur en santé publique, qui a rejoint depuis peu l'équipe de recherche en épidémiologie sociale de l'INSERM et qui est coordinatrice scientifique du département santé de l'Institut Convergence Migration. Et Séverine Carillon, qui est anthropologue, elle aussi, que d'anthropologue ici, post-doctorante du CEPED, Centre Population et Développement de Paris-Descartes, en lien avec l'IRD, et qui travaille au projet Makassi, comme également Veroska Kou, qui est assistante sociale du projet et qui accompagne le projet du point de vue de l'observation de l'assistante sociale. Alors la table ronde sera conclue par un grand témoin, Philippe Lavigne-Delville. Philippe, qui est lui aussi et encore socio-anthropologue, directeur de recherche à l'IRD, après avoir passé de nombreuses années au GRET, où nous nous sommes connus, et appuyé de nombreux travaux de capitalisation d'expérience. Et Philippe est aujourd'hui également président de l'APAD, pas l'EPAD, l'APAD, qui est l'Association pour l'anthropologie du changement social et du développement. Voilà, pour les EHPAD, c'est autre chose, ça me concerne bien davantage, mais voilà. Voilà. Alors, donc on va donner la parole pour une présentation à Magali et à Ernst. Merci. Alors, pour cette présentation en commun, moi je vais présenter le contexte et les objectifs de l'étude, la méthodologie d'inclusion et les résultats attendus et inattendus de cette étude. Donc, Médecins du Monde met en œuvre un programme de réduction des risques liés à l'usage de drogue dans l'état du Kachin, au nord du Myanmar, qui est le 2e producteur mondial d'opium, avec l'aide d'un partenaire local, Meta Development Foundation. Le projet œuvre dans un modèle social et politique envers les drogues que l'on qualifie de prohibitionniste, c'est-à-dire prônant l'éradication des drogues et l'abstinence, et qui aboutit concrètement à des solutions locales, communautaires et religieuses, particulièrement répressives et violentes envers les usagers. Cela se traduit par la création de milices populaires anti-drogue qui encouragent la dénonciation des usagers, participent à leur arrestation et à leur détention arbitraire pour un sevrage brutal et forcé dans des camps de désintoxication. Je ne sais pas si on m'entend bien. Alors, les activités en réduction des risques qui supposent d'accompagner les usagers pour réduire les risques que peuvent être la contamination par le VIH, l'hépatite C ou encore les risques d'overdose, et particulièrement les activités de distribution de seringues stériles et l'accès au traitement de substitution par méthadone, rencontraient de fortes résistances au sein de la population locale dans lesquelles les actions étaient insérées. Ces difficultés d'acceptation, elles ont été jusqu'à la fermeture d'un centre en 2016. Alors, elles témoignent bien sûr d'une confrontation, d'une part, entre 2 modèles très éloignés, éradication, abstinence versus réduction des risques, accompagnement. Mais elles témoignent aussi d'une mauvaise compréhension de cette approche pragmatique fondée sur la santé publique et les droits de l'homme. Les populations ne connaissant finalement pas très bien les bénéfices de cette approche. On peut rajouter à ce contexte qu'il y a de nombreux stéréotypes et de jugements moraux qui pesaient sur les usagers, enfin qui pèsent encore sur les usagers, et qui accroissent donc du coup leur vulnérabilité et leur isolement et entravent donc leur accès au système de soins. Donc cette enquête que l'on a menée avec l'association partenaire avait pour objectif d'analyser l'inscription sociale de la réduction des risques dans ce modèle socioculturel, politique et religieux dominant prohibitionniste du Kachin, et de contribuer à l'établissement d'une stratégie qui impliquerait les habitants des quartiers dans l'optique d'améliorer le vivre ensemble et de réduire du coup les risques accrus de marginalisation auxquels les usagers sont confrontés. Il s'agissait aussi spécifiquement d'apporter des éléments de connaissance autour des sources de conflits liées à ces différentes manières de penser la prise en charge de l'addiction, tout en essayant d'améliorer le contenu des actions, et notamment par exemple pour mieux communiquer autour de ce qu'est la réduction des risques et ce qu'elle n'est pas. Alors la méthodologie utilisée, c'était une méthodologie d'inclusion des équipes
Donc l'enquête, elle est partie d'abord d'une demande de l'équipe terrain qui avait fait remonter ces difficultés qu'elles avaient déjà constatées, évidemment. Et donc c'est le premier niveau d'inclusion. Il s'est fait sur le travail avec la coordinatrice pour élaborer des termes de référence et écrire un protocole qui réponde aux besoins des terrains. Ensuite, une équipe d'enquêteurs a été constituée, composée d'une partie de l'équipe projet, des membres de l'association partenaire et des personnes recrutées parmi les habitants des quartiers. Cette équipe, elle a été formée par la coordinatrice de projet aux outils qualitatifs, la coordinatrice qui avait été elle-même formée auparavant. Les instruments de recherche utilisés pour cette enquête ont été des entretiens individuels, des observations ethnographiques dans des camps de désintoxication, l'analyse de données secondaires, revue de littérature, analyse de coupures presse, médias, réseaux sociaux, etc. Les grilles pour ces outils ont été réalisées à mon niveau au siège. Elles sont reparties sur le terrain pour être traduites en langue véhiculaire Kachin, testées par l'équipe et réajustées après la phase de test. Ensuite, il y a eu la récolte de données. Donc, les personnes interrogées étaient des habitants des quartiers dans les sites où nous intervenions. 2 zones précisément, donc le tout venant, mais aussi l'entourage d'usagers, des voisins, la famille, des amis, et puis des membres des autorités locales et religieuses, le corps enseignant et enfin des professionnels de santé. Ces données-là, elles ont été retranscrites intégralement, puis traduites en anglais, et la codification et l'analyse sont reparties aussi. Enfin, les données sont reparties au siège pour être codées et analysées à mon niveau, et enfin pour la première rédaction du rapport. Un dernier aller-retour dans cette inclusion siège-terrain fut la présentation des résultats de ces résultats aux équipes, mais aussi aux personnes interrogées au sein de la population, à travers des ateliers de feedback, pour réfléchir ensemble à l'élaboration de stratégies. Et pour vous donner une idée, toutes ces étapes, elles ont été réalisées donc, entre le début du mois de mai et le mois de décembre, donc on est sur un processus de quasiment 7 mois. Alors, rapidement, les résultats. Donc, les résultats de l'étude, elles montrent la nécessité de démystifier l'image de l'usager de drogue qui est vu par les personnes interrogées comme un junkie, potentiellement violent et incontrôlable, prêt à tout pour obtenir son produit, incapable de décider et d'agir pour lui-même. On a beaucoup entendu le mot faible d'esprit, au comportement destructeur pour lui et pour le groupe entier, puisqu'il se retirerait des activités de groupe, notamment les activités religieuses, mais aussi les activités de production. Il y a l'idée que l'usage de drogue conduit inévitablement et assez vite à la mort, dans une spirale infernale associée à la criminalité et à la faute. Ils sont donc considérés comme responsables des difficultés de la communauté Kachin, puisqu'ils se désinvestissent du groupe. En conséquence, la consommation de drogue est largement perçue par les personnes interrogées comme un fléau social, une menace collective et une forme de génocide ethnique qui affecte principalement les jeunes du Kachin. Alors, par rapport au génocide ethnique, il a été référence au fait que l'État Myanmar serait complaisant et laisserait l'opium, l'héroïne et autres produits circuler afin de tuer dans l'œuf les mouvements indépendantistes. Donc, ces représentations, elles vont se traduire dans les pratiques de gestion de ces individus, exclusion, incarcération, punition pour faute et traitement dégradant et violent. Donc l'utilisateur étant perçu comme ayant commis un crime, puisque c'est illégal, la réaction la plus largement acceptée parmi les habitants interrogés reste la répression et la punition. Les personnes interrogées étaient toutes en faveur du sevrage forcé, car les usagers étant considérés comme des personnes faibles, ils nécessitent une intervention externe sans son consentement. Donc l'offre des camps religieux, elle est présentée comme un moyen de remédier à la dépendance par une transformation radicale du mode de vie et de l'identité de l'usager. Et d'autre part, elle répondait aussi aux besoins des familles en permettant cette extraction, donc en permettant une respiration, une pause. Et on voit aussi que la stigmatisation des usagers, elle s'est répercutée également sur les familles, puisqu'ils sont tous perçus comme étant principalement des jeunes issus de familles à problème. Donc ça entraîne alors des jugements moraux sur les proches, ce qui renforce aussi la honte et l'humiliation et va encore les isoler un peu plus. Dernier résultat intéressant parmi les résultats recherchés, et je ne les présenterai pas tous, mais il y a un rapport qui est complet et qui est disponible si vous le souhaitez. Les représentations relatives aux activités de réduction des risques. Alors pour une grande partie des personnes interrogées, le traitement de substitution aux opioïdes et la distribution d'aiguilles stériles sont perçus comme des incitations qui encouragent des actes immoraux et illégaux. La méthadone est donc vue plus comme une drogue de plus sur un marché déjà saturé,
Et encore, c'est la drogue du pauvre, hein, c'est la drogue qu'on distribue pour ceux qui n'arrivent plus à se payer d'héroïne. Et dans les discours, s'il n'y avait pas de seringue, eh bien, les gens ne se piqueraient pas. Donc, les habitants reconnaissent bien sûr les limites des camps parce qu'ils constatent les rechutes des personnes lorsqu'ils sortent des camps de désintoxication, mais en même temps, ils ne perçoivent pas non plus les bénéfices des activités de la réduction des risques. La méthadone n'est pas vue, par exemple, comme un outil de prévention du VIH. Il y a d'ailleurs dans les discours très peu de références sur les risques d'épidémie de sida lorsqu'on interroge sur les conséquences de l'usage de drogue. Et donc, il y a cette perception que les activités de réduction des risques, quelque part, elles se font contre la population. Et les personnes ont exprimé d'ailleurs le sentiment que les programmes ignoraient les difficultés même des familles et de l'entourage qui étaient perçus comme les vraies victimes. Voilà pour les résultats que l'on cherchait à explorer. Alors pour les résultats inattendus, on s'est aperçu qu'en posant des questions que l'on pose finalement assez peu aux personnes qui ne sont pas bénéficiaires directes des projets, en leur demandant ce qu'elles pensaient de l'addiction ou des actions de Médecins du Monde, ça a permis une reconnaissance de la parole des habitants des quartiers qui étaient jusque-là peu mobilisés, et donc une sorte de première activité communautaire sans être non plus dans l'injonction participative propre à certains programmes de développement. Ça a permis de faire émerger une parole et de transformer des problèmes perçus du côté des équipes comme du côté des populations environnantes en un support pour un début de dialogue. Et les personnes qui ont été interrogées ont d'ailleurs commencé à s'intéresser aux activités de réduction des risques qu'elles ne connaissaient pas vraiment bien et se sont rapprochées par la suite des équipes. Cette enquête, avec l'implication de l'équipe, du partenaire et des habitants, a permis aussi une dynamique d'apprentissage de ce que pensent les uns et les autres d'un même phénomène et d'être du coup sur un même niveau de connaissance et de compréhension du contexte. De manière pragmatique, cette participation des habitants à l'équipe a eu aussi l'effet positif d'ouvrir des espaces qui étaient restés clos, d'accéder, comme dirait Jean-Pierre-Olivier de Sardan, à des arènes stratégiques, du fait que les personnes étaient insérées dans divers groupes sociaux. Je pense par exemple aux observations qui ont été rendues possibles dans les camps de désintoxication tenus par des groupes baptistes. Autre résultat inattendu, ça a été dans l'étape de restitution. Alors cette étape qui réunissait les personnes qui avaient participé à l'enquête, les répondants comme l'équipe d'enquête, ça a permis de réunir différentes expertises. Au départ, on l'avait pensé comme un moyen de recueillir des réactions sur les premiers résultats analysés, de les rendre intelligibles aussi. Et ces ateliers-là ont contribué à faciliter, bien sûr, l'appropriation des résultats, mais une sorte d'émergence d'une expertise collective. Et pour nous, ça a été d'autant plus important que la recherche, elle ne pouvait être productive en termes d'évolution de pratique que si les équipes savaient comment utiliser ces résultats et comment elles pouvaient faire un lien entre les résultats d'une part et leurs pratiques professionnelles directes de l'autre côté. Donc pour terminer sur le processus en son entier et l'utilité de l'accompagnement, je dirais qu'il y a vraiment un intérêt de partir des questionnements des équipes et de les aider à les reformuler en questions de recherche, parce que ça permet de mobiliser le savoir empirique accumulé sur les terrains sans qu'il y ait forcément les clés d'analyse. Ça permet aussi une meilleure intégration des résultats puisqu'ils sont basés sur leurs connaissances pratiques. Et le rôle du chercheur à ce moment-là, il ne s'est pas situé sur l'expertise, sur une thématique qu'aurait pu être la réduction des risques ou un contexte, mais plutôt dans un rôle de structuration, d'organisation des questionnements, un rôle de mise en place des connaissances acquises par les équipes, d'organisation de la réflexion collective. Et en gros, un rôle de support au dialogue. Donc l'inclusion des acteurs dans ce processus de recherche, ça a permis une forme l'émergence de cette expertise collective qui s'est faite, pour résumer, en 3 temps. Un premier temps qui a consisté à élaborer un questionnement et des outils communs, ça c'est la problématisation. Un deuxième temps par la participation à une même expérience d'enquête, donc la phase récolte. Et un troisième temps de discussion autour de l'utilisation potentielle des résultats collectés, utilisation potentielle, où on a réfléchi ensemble, ce qui a permis peut-être de réduire aussi le décalage entre des résultats d'une recherche et l'élaboration de pistes qui peuvent parfois sembler parachutées. Et là, c'était la phase de restitution. Waouh. 8 mois de travail en 12 minutes, bravo. Et en plus très complète qui facilite un peu ma vie. Donc actuellement, je travaille ici sur le sujet de réduction de risque, mais dans l'époque, j'étais coordinateur. Je ne parle pas suffisamment fort. Ah, comme ça, alors. Et je suis là dans ce cadre-là. Donc dans l'époque, j'étais à Kachin comme coordinateur. Et comme souvent avec les coordinateurs, je n'ai pas fait grand-chose dans l'histoire. C'était Mélanie et Magali qui ont fait tout le travail. Et moi, je viens d'en parler. Alors, juste
peut-être sur le contexte, je vais essayer de compléter un peu que déjà la prévalence d'usage de drogue est super forte dans le nord de Kachin. En général, les gens ils présentent ça comme presque dans toutes les familles, ils perçoivent ça comme il y a un usager de drogue dans chaque famille. Et pour nous, comme association médicale, on travaille sur le VIH et parmi la réduction de risque. Et dans notre population avec qui on travaille, les gens qui déclarent d'injecter des drogues et qui n'ont pas, eux, un test encore, plus que 60%, ils testent positif pour le VIH. Donc ça, c'est notre contexte. Et donc, on est hyper focalisé VIH, prévention, traitement. Et ça, c'est notre casquette voilà, notre perception de contexte. Alors, pourquoi on voulait faire cette recherche? Magali a déjà mentionné, à un moment donné, on était tellement en face de résistance qu'un de notre centres a dû fermer. Et c'était très violent, ce processus. Il y a un moment même que notre équipe était dans le noir, tout en derrière le centre, continuait de donner des traitements de VIH, parce que si les gens ils se réalisaient que ça soit encore ouvert, ça pouvait vraiment finir mal. Bon, quand je dis on, vous comprenez bien comme coordinateur, j'étais pas là moi-même, mais c'était très compliqué et dans tout ce processus de négocier et de voir mais c'est super important, les gens ils ont le VIH, il faut les traiter. On réalisait que notre conversation avec la communauté, ça marchait pas, notre argument fonctionnait pas. Donc à un moment donné, on avait besoin de mieux comprendre de quoi on parle. Et en parallèle, si on passe un peu de temps à Kachin, on se réalise aussi dans ce contexte que la communauté ou l'ethnie Kachin, ils sont très 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 forts. Et donc on a l'habitude très souvent de s'adresser à un gouvernement ou des décideurs. Mais au final, à Kachin, c'est très souvent la communauté eux-mêmes qui sont tellement fortes présentes qu'ils peuvent même arrêter des activités de gouvernement comme la réduction de risque. Donc nous, on était un peu à l'échec, comment on peut avancer dans ce contexte. Donc ça, c'était les éléments qui nous ont fait commencer de réfléchir à voilà, comment construire notre argument, parce qu'apparemment, on ne se comprend pas. Dans le processus, et Magali l'a déjà mentionné, mais pour nous, dans le terrain, qui était très intéressant, c'est que parce qu'on commençait de ce processus, notre équipe devrait parler à des gens avec complètement notre casquette. On n'était pas là pour les convaincre, on avait un dialogue pour mieux comprendre. Et ça a déclenché vraiment beaucoup de choses. Et dans tous les sites, on avait des leaders qui étaient un peu identifiés comme ça, et on a commencé un dialogue. Donc même le processus a déjà déclenché quelque chose. Et à l'autre côté, dans notre équipe, les gens, ils ont vraiment commencé de mieux comprendre et que aussi construire leurs paroles. Alors, donc, sur les résultats, la première chose qui pour nous était très utile, c'est que en fait, on ne parlait pas du tout la même langue. Et je pense que ça revient un peu à ce qui était déjà dit. On avait, je pense, un peu notre programme VIH, VIH, VIH. Et la vraie vie, et les gens, la vraie vie, le VIH, ils n'ont presque pas mentionné dans toutes les discussions. Pour eux, c'était dangereux, crime, violence, overdose, tout ça. Et en fait, le VIH, nous, on avait toujours les arguments de VIH, de santé publique, et ça ne fonctionnait pas du tout dans notre discours. Donc, qu'est-ce qu'on en a fait avec tout ça? Nous, on était un peu à la fin de notre période de là-bas, donc c'est l'équipe actuelle qui met tout ça en place. Mais un des trucs qui nous avait vraiment permis de tout ça, c'était on avait une équipe dédiée à la community mobilization, la mobilisation communautaire, initialement très axée sur les usagers de drogue, mais on a réussi avec tous ces éléments-là d'augmenter cette équipe et d'avoir vraiment en total une équipe entre 10 et, je sais pas, 10, 15 personnes qui travaillaient uniquement sur ça. Donc leur boulot était prendre tous ces éléments-là et commencer ce dialogue avec les éléments qu'on a réussi à obtenir parmi cette étude. Donc ça, actuellement, c'est mis en place. On a aussi réussi à renégocier ce centre qui était fermé. Là, on a donc finalement des positive news, de bonnes nouvelles, que la communauté maintenant, ils sont d'accord de réouvrir ce centre. C'est un processus. On a aussi, dans certains endroits, réussi à
construire des comités de réduction de risque. Donc c'était les voisins, les leaders, un religious leader, tous ensemble qui étaient en dialogue permanent pour avoir de supporter, soutenir les activités que nous on mettait en place. Après, il y a des autres activités un peu plus quotidiennes, des journées ouvertes, de open doors, etc., des choses comme ça. Voilà. Donc actuellement, l'équipe il travaille encore sur ça et je suis vraiment convaincu que c'est tout ce travail-là qui a fait un shift dans notre dialogue avec la communauté. Merci beaucoup Magali et Ernst de cette présentation qui, je trouve, entre autres choses, montre à quel point sont forts dans ce cas-là les stéréotypes et les stigmatisations auxquelles vous êtes heurtés, et aussi l'importance du mot dialogue qui est revenu de très, très nombreuses reprises dans votre présentation. Il y a peut-être 3 tout petits points qui nous reviendront dans la discussion tout à l'heure. Magali a parlé de résultats inattendus, a développé ces résultats inattendus. Alors, moi, je vais repartir d'ici le cœur léger parce que j'ai entendu Yannick Jaffray tout à l'heure nous dire qu'il y avait une vie finalement après le cadre logique. Alors ça, j'attendais ça depuis des années. Il y a aussi une vraie vie. Et donc les résultats inattendus, c'est vrai que les cadres logiques, ils sont pas très bien adaptés pour les caser quelque part. Donc ces résultats inattendus, grâce à la reconnaissance de la parole, aussi à l'aide à la construction de la parole que vous avez. Peut-être qu'on y reviendra un petit peu tout à l'heure, après la présentation de votre projet. Le deuxième petit point, Magali, tu as dit que l'enquête est partie d'une demande. Et donc, toujours le même problème. La demande, c'est quoi? Est-ce que, au fond, l'anthropologue qui, disait Yannick tout à l'heure, ne croit pas à grand-chose, prend les demandes pour argent comptant? Ou est-ce qu'il n'y a pas ce que tu as décrit aussi tout à l'heure par la reformulation des questions de base, etc. Et puis enfin, les communautés. Vous avez parlé tous les deux pas mal de communautés. Et je me rappelle dans le séminaire que tu avais organisé sur justement ce que c'est que la communauté au Népal, la représentante du Myanmar dire à quel point les peer educators qui avaient été... à qui on avait demandé d'intervenir auprès des pouvoirs publics en tant que représentant d'une communauté, s'était élevé très fort contre cette idée qui représentait une communauté, qui avait une communauté de personnes usagées de drogue. Voilà. Alors, on revient maintenant en Île-de-France avec Anne Gosselin, Séverine Carillon et Vreska Koou. Il s'agit du projet Makassi. Alors, je vous montre le tract parce que vous l'aurez tous tout à l'heure, j'imagine. Et puis, comme ça, vous pouvez voir le logo. Et je pense que le logo motive toujours. Donc, vous allez nous parler de ce projet de renforcement Non, excusez-moi, mais si je la place pas, j'ai mes amis qui vont venir me voir après en me disant « T'es malade, qu'est-ce qui t'arrive ?» On n'a pas entendu celle-là. Bon, bref. Voilà, de ce projet de renforcement des capacités des immigrés d'Afrique subsaharienne pour la réduction des vulnérabilités sociales et de santé sexuelle. À vous. Merci, et merci avant tout pour l'invitation ici. On va oser une présentation en 20 minutes à 3 voix. On aime bien les défis. Pour vous parler du partenariat chercheurs associatifs et pairs, comme ça c'est mieux, c'est ça, à partir donc ce qu'on appelle une recherche interventionnelle dans notre jargon. Donc une recherche interventionnelle qui est actuellement en cours et donc qui vise à renforcer des capacités des immigrés originaires d'Afrique subsaharienne en matière de santé. Donc je reviendrai plus précisément après sur le contenu de ce projet. On va procéder de la façon suivante. Donc, on va d'abord revenir sur les origines de ce projet de recherche interventionnelle. On parlera ensuite, on vous présentera très rapidement l'intervention. Et enfin, on parlera de 2 défis parmi la multitude de défis auxquels on a été confrontés dans cette question du partenariat chercheur associatif. Et on vous exposera très rapidement aussi les solutions à ces défis. Bonjour à tous. Donc l'idée, ce qu'on avait envie toutes les 3, c'était un peu de vous raconter comment Makassi est né, parce qu'en fait, il y a une genèse du projet qui vient d'une enquête antérieure, et c'était intéressant de voir comment est né le projet aussi. En fait, Makassi est notamment issu de l'enquête Parcours. Donc l'enquête Parcours, c'est une enquête qui a été menée en 2012-2013 en Île-de-France auprès de 2500 immigrés d'origine d'Afrique subsaharienne.
et qui en fait avait pour but, donc c'était une enquête menée auprès d'immigrés qui vivaient avec le VIH, qui vivaient avec l'hépatite B ou qui ne vivaient avec aucune de ces infections. Et en fait, toute l'idée, c'était, il y avait beaucoup d'objectifs dans cette enquête, mais notamment de comprendre ce qui peut augmenter le risque d'infection pour ces personnes quand elles vivent en France, à quoi ressemble leur vie avec l'infection et qu'est-ce qui peut accélérer, freiner l'accès aux soins. Donc vous voyez, c'était une enquête très multi-objectif, avec la particularité d'être une enquête biographique. Donc en fait, je n'ai pas le temps forcément de tout raconter, mais c'est vraiment une enquête dans laquelle on recueillait l'ensemble de la trajectoire des personnes. Donc en fait, on avait un détail année par année sur leur parcours de migration, sur leur parcours de santé, sur les papiers, la couverture maladie, etc. Et donc on a mené cette enquête en 2012-2013. Et je précise tout de suite que cette enquête, elle a été menée dès le début en partenariat avec un groupe d'associations qui était là à la fois dans l'élaboration de l'enquête et puis après dans l'interprétation des résultats. Et en fait, il y a eu beaucoup de résultats de l'enquête parcours, mais un résultat peut-être majeur et qui a déclenché ensuite la suite des événements, c'est qu'on s'est rendu compte que contrairement à ce que beaucoup pensaient, à savoir que les personnes qui vivent aujourd'hui avec le VIH en France, qui viennent d'Afrique subsaharienne, en fait, elles ont sans doute été beaucoup infectées dans leur pays d'origine et aujourd'hui elles arrivent en France déjà en vivant déjà avec le VIH. En fait, l'enquête parcours a permis de montrer que c'était pas vrai et qu'il y avait une grande partie de ces personnes, entre un tiers et la moitié, qui en fait avaient acquis le VIH après l'arrivée en France. Et ça, c'était un résultat pas forcément attendu de l'enquête d'ailleurs, et qui rejoint d'autres travaux au niveau international qui vont exactement dans le même sens. Et non seulement elle a montré ça, mais elle a montré que l'infection à VIH en France, elle était liée à des années où les personnes sont dans la précarité, donc sans logement, sans titre de séjour, sans ressources. C'était des années particulièrement à risque pour les personnes qui peut-être ont d'autres priorités que protéger leur santé ou se retrouvent dans des situations où elles ne peuvent pas prendre soin de leur santé. Et en fait, on a fait tout un travail de restitution aussi de ces résultats, aussi grâce aux associations qui étaient là dès le départ dans le groupe de recherche élargi. Et notamment, je ne résiste pas à la tentation de vous montrer le calendrier qu'Afrique Avenir, qui est une association de médiateurs qui viennent d'Afrique subsaharienne, distribuée dans tous les coiffeurs de Château-Rouge, de Marcadet, etc. et à Château-d'Eau. Et en fait, ils ont fait toute une édition du calendrier en mettant des résultats de l'enquête sur quelques mois. Donc c'était un bel exemple de restitution. En tout cas, nous, on était très contents. Et en fait, pendant tout... Vous voyez, toutes ces discussions autour des résultats de l'enquête parcours, c'est évidemment poser la question de ok, donc ça veut dire que les personnes s'infectent ici. En fait, il y a besoin de prévention. Et donc, comment on fait cette prévention, comment on la pense? Et je pense que c'est important de dire que du coup, le projet Makassi, il est né d'une demande à la fois d'Afrique Avenir et de l'association ARCAT, à qui on avait aussi présenté les résultats de l'enquête et qui était aussi très partante pour lancer cette aventure. Alors, le projet Makassi, alors c'est quoi ce projet Makassi? En fait, Makassi, c'est un terme qui vient de la langue lingala, donc c'est une langue qui est parlée au Congo-Kinshasa et au Congo-Brazzaville, et ça signifie fort, dynamique, puissant. Et en fait, donc c'est juste le nom du projet, donc Makassi, ce projet Makassi, il vise à organiser en fait et évaluer une intervention innovante que je vais vous présenter. L'objectif en fait, c'est vraiment d'aider les personnes immigrées originaires d'Afrique subsaharienne et des Caraïbes qui sont en situation de précarité. On voudrait les aider à se saisir des ressources sociales et de santé pour qu'elles prennent mieux en fait soin de leur santé et en particulier de leur santé sexuelle. Pour le dire autrement, Makassi, c'est une intervention d'empowerment en santé sexuelle. Donc, c'est vraiment l'idée de permettre à ces personnes de s'approprier les moyens de prévention et puis de renforcer leur autonomie, leur capacité d'agir, leur pouvoir d'agir pour qu'elles puissent mieux préserver leur santé. Donc évidemment, l'objectif, on l'a rappelé tout à l'heure en introduction, l'objectif de tout ça, c'est vraiment de réduire les vulnérabilités sociales et de santé chez ces personnes immigrées. Donc cette recherche interventionnelle, elle est réalisée à la fois par des équipes de recherche et par des associations. Il y a 3 équipes de recherche qui se chargent donc évidemment de la partie plutôt recherche.
Donc c'est essentiellement porté par le CEPED, hein, donc un laboratoire de recherche en sciences sociales. Et puis on a deux associations, donc ARCAT et Afrique Avenir. Donc très rapidement, Anne l'a dit, hein, donc Afrique Avenir, c'est une association communautaire de personnes originaires d'Afrique subsaharienne qui fait notamment des actions de sensibilisation, de prévention, de dépistage, essentiellement dans des lieux publics. Il y a une équipe mobile en Ile-de-France. Et puis ARCAD, donc une association qui propose une offre d'accompagnement pluriprofessionnel de personnes vivant avec le VIH ou les hépatites virales et qui cumulent des facteurs de vulnérabilité. Donc le projet, il est vraiment porté par l'ensemble de ces équipes-là. Il est financé par l'Agence régionale de santé. Donc l'ARS Île-de-France finance la partie intervention. Et la partie recherche est financée par l'Agence nationale de recherche contre le sida et les hépatites virales. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du protocole de recherche, ce n'est pas du tout l'objet ici. Je voudrais juste vous présenter, si on le voit sur la slide, je ne sais pas si vous ne voyez plus rien, il faut juste réactiver, je pense. Non, clique sur la souris. Alors, je vais vous raconter juste là. Donc, cette intervention, concrètement, comment ça se passe? C'est une intervention en fait qui s'inscrit dans les actions de sensibilisation à la santé sexuelle et le dépistage du VIH et des hépatites qui est menée par l'équipe mobile d'Afrique Avenir, donc sur des lieux de passage en région parisienne et à Paris, tels que des marchés, des places, des gares de RER, etc. Et en fait, donc, on a cette équipe mobile qui va proposer un dépistage aux personnes qui le souhaitent. Au moment à l'issue des dépistages, il y a ce qu'on appelle un questionnaire de repérage qui permet de poser des questions aux personnes et d'identifier, de repérer les personnes qui sont exposées à de la précarité ou au VIH. Et ensuite, si elles sont considérées effectivement exposées, les personnes, les intervenants d'Afrique Avenir, donc qui sont chargés du dépistage rapide, vont orienter ces personnes-là vers nos deux intervenantes qui sont également dans l'équipe mobile, donc dans les camions sur place, pour là mettre en place ce qu'on appelle vraiment l'intervention Makassi. Et en fait, l'intervention Makassi, c'est un entretien et une orientation active qui est donc assurée par Veroshka et sa collègue, donc qui sont assistantes sociales et médiatrices de santé. Et donc, elles vont donc réaliser un entretien, puis une orientation vers les services sociaux ou de santé adéquates en fonction des besoins qui sont identifiés lors de cet entretien, les besoins de la personne. Et ensuite, elles vont éventuellement proposer un accompagnement vers ces services-là. Alors, à l'heure actuelle, on termine en fait la phase pilote de ce projet. On a une phase pilote relativement longue puisqu'elle a duré près de 6 mois. Et évidemment, cette phase pilote, il y a eu pas mal de défis, notamment sur la question du partenariat chercheur associatif. Et on en parlera aussi d'un groupe de pairs qui a été associé au projet. Donc je vous propose, on va juste revenir sur 2 défis qu'on a rencontrés durant cette phase pilote. Le premier défi, ça a été, c'est vraiment, là, l'idée, c'est vraiment de vous présenter comment, on s'est posé la question de comment travailler ensemble. On a des cultures professionnelles très différentes entre équipe chercheur et équipe intervention. Alors, donc équipe chercheur. Ah. Donc, ça, c'est le schéma de l'intervention. Désolée pour le bug. Donc l'idée, c'est vraiment de ce défi de comment on travaille ensemble quand on a effectivement des cultures professionnelles, des pratiques, etc. différentes et qu'on est associé au sein même d'un même projet. Alors, le premier défi sur lequel qu'on avait envie de vous présenter, c'est la question de la co-construction d'une intervention innovante entre des chercheurs et des acteurs associatifs. En fait, cette co-construction du projet, donc qui implique, depuis le début du projet, tant dans l'élaboration que la mise en œuvre, il y a cette co-construction entre les différents acteurs. Évidemment, elle implique aux différents partenaires de revisiter des pratiques qui leur sont ordinaires, de faire évoluer ces pratiques. Alors, je vais demander à Veroshka de nous donner un exemple concret de cette difficulté qu'on a rencontrée donc, dans cette co-construction entre les différents partenaires. Merci, Séverine. En fait, moi, je suis assistante sociale chez ARCAT. Donc, qui dit assistante sociale dit un accompagnement, on va dire dans la durée, plus ou moins. Et le
problème que j'ai eu un peu avec les chercheuses, c'est que, comme le monsieur l'a si bien dit tout à l'heure, c'est qu'elles elles sont pas sur le terrain. Donc, elles ne sont pas au fait des réalités. On va dire, je suis désolée, je sais qu'il y a plein de chercheurs ici, mais bon, voilà. J'en profite pour lancer des petites piques en passage. Donc, je vais vous prendre l'exemple, par exemple, de Karim. Je ne sais pas si je peux parler plus fort, je ne sais pas trop. Voilà. Ouais, ben, bon. Ouais. Et si je parle plus fort, je peux m'en passer peut-être du micro parce que d'accord, ok, bon, c'est pas grave. En fait, je vais à la gare de Saint-Denis où on a une intervention Makassi et je rencontre un jeune homme qui s'appelle Karim, donc qui vient vraiment après le TROD qui s'est révélé négatif. On a ce qu'on appelle l'entretien Makassi. Donc, on a une discussion autour des risques qu'il peut prendre, des difficultés qu'il rencontre. Et si je m'en tiens à ce que l'étude Makassi attend de moi, c'est de lui faire une orientation rapide et puis d'y aller, Karim, ciao, allez, à bientôt, bonne continuation, tout ça. Mais quand je discute avec Karim, je me rends compte que Karim est un jeune homme qui est dans une activité occasionnelle de travailleur du sexe. Je me rends compte que aussi Karim peut prétendre à l'aide médicale de l'État. Donc je me dis, attention, moi, ma culture professionnelle ne me permet pas de laisser repartir Karim en sachant que derrière, il y a des risques qui sont pris. Je ne lui propose pas la PrEP, je ne lui en parle pas. Bien sûr, j'ai le droit de lui en parler, mais voilà, de m'arrêter là, je me dis non, ça me questionne vachement. Donc, je donne rendez-vous à Karim à Arcade dans le 20e, métro Buzenval. Karim vient, je lui ouvre les droits à l'aide médicale de l'État. Je l'oriente vers une association communautaire Afrique Arc-en-Ciel, qui accompagne les jeunes issus de l'Afrique qui se reconnaissent HSH. Et j'en parle à Anne en lui disant « Ah, attention, il va falloir qu'on revoie ensemble un peu nos critères. Parce que moi, je ne me vois pas recevoir quelqu'un, voir que je peux lui ouvrir le droit à l'aide médicale de l'État, lui faire des orientations, lui dire eh ben non, on se revoit dans 3 mois, et puis allez, ciao, bye bye. » Donc moi, ça voilà. C'est là d'où est parti le vrai souci, mais on a trouvé des solutions. Voilà. Juste pour que tout le monde comprenne bien, en fait, le revoir à 3 mois, c'est parce que dans l'intervention Makassi, on a une intervention donc, qui a lieu, donc, comme vous l'avez compris, sur le terrain, après un dépistage VIH. Et après, on revoit les participants qui sont entrés dans Makassi, qu'on a inclus dans Makassi, on les revoit 3 mois plus tard. D'où le message de Verochka. Est-ce que tu peux nous raconter les solutions qu'on a trouvées à ce problème? Mais déjà, c'est bien parce qu'on se voit tous les vendredis. On a des points avec les chercheuses et puis voilà, on se voit tous les vendredis. Donc, on met les choses sur la table. Là, on est bien souriante, mais les vendredis, bon, des fois, voilà, on se dit les choses. Mais c'est toujours vraiment dans la bonne humeur, un bon café, voilà, des petits croissants de temps en temps. Donc, on s'est dit qu'on va essayer de revoir un peu, de faire bouger un peu les choses. C'est-à-dire, si moi, je rencontre une personne, je vois que vraiment, il y a matière à travailler derrière, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Ça ne fait pas bouger en tant que telle l'étude, je ne sais pas après. Voilà. Moi, personnellement, ça m'a fait du bien parce que je me voyais très mal voir la personne, savoir que je peux faire quelque chose pour lui et puis lui dire ben, rendez-vous dans 3 mois. Et surtout que dans les 3 mois, je ne suis pas censée faire quelque chose. C'est-à-dire, c'est cette fois où je l'ai vu que l'intervention, elle se passe les 3 mois, c'est pour voir comment lui, il a évolué. Ça me plaît bien parce que l'assistance sociale, c'est pas tenir à la main de la personne, non, c'est l'aider justement à lever les freins. Mais c'est pas, voilà, c'est pas, je suis pas sa mère, non, voilà, c'est pas ça, c'est pas le but du jeu. Mais en même temps, je me dis aussi, je peux pas voir Karim savoir que voilà, il peut avoir l'aide médicale de l'État et puis lui dire allez, bye bye, ciao. Non, c'est pas possible. Et avec Anne, Séverine, Annabelle, on a vraiment discuté et on a vu que des fois, il fallait un peu... Voilà. L'idée étant toujours de trouver les bons ajustements. J'ajoute juste, par rapport à ce type de situation, aussi, on a mis en place ce qu'on appelle, entre guillemets, un kit d'urgence. C'est juste la possibilité, quand on voit qu'il y a vraiment une situation d'urgence à traiter, de prendre en compte cette urgence. Et donc, la personne est orientée directement. On sort un peu du protocole de recherche. Et on va avoir quelques individus comme ça qui vont, au niveau de la recherche, qui vont être pris en compte autrement. Mais donc, on fait passer quand même les priorités, justement, du terrain avant tout. Autre
défi, alors ça reste sur la question de la co-construction, qui implique évidemment des exigences qui diffèrent entre l'équipe chercheur et l'équipe partenaire. Hein. L'idée, c'est que nous, en tant que chercheurs, on a besoin de mettre en place ce qu'on appelle un modèle d'intervention, une intervention qui soit généralisable, réplicable sur d'autres terrains, dans d'autres contextes. Et donc, on met évidemment une certaine pression, je pense, pour justement que cette intervention, donc l'entretien et l'orientation, soit la plus standard, entre guillemets, possible, et ce qui confronte évidemment les intervenantes à quelques difficultés. Je laisse Verouchka nous parler de cette difficulté. Mais en fait, c'est simple quand Anne me dit « Ah oui, ça va être peut-être répliqué à Bordeaux, ça va être répliqué à Lille, ça va être répliqué à Rennes. » Je lui dis « Oui, mais moi, je reçois quelqu'un, il me dit « Ah, Verouchka, moi, je ne peux pas venir aujourd'hui au rendez-vous parce que j'ai un blague que je dois aller faire. Ça va me donner des sous pour 2 semaines, tout ça. » Je ne vais pas lui dire « Ah non, il ne va pas faire ton blague, viens me voir parce que, bon, voilà, là, il y a Makassi, il faut qu'on ait nos chiffres, tout ça. » Donc, c'est vraiment la réalité du terrain. C'est-à-dire, on donne rendez-vous à X, à 2 heures, il m'appelle, ah, Verouchka, là, j'ai eu un blague, là, c'est important, il faut que j'y aille, tout ça. Donc, voilà, il doit partir à son blague. Et puis, comme je le dis à Anne, les gens, ils ne sont pas standardisés, quoi. Je lui dis, je rencontre aujourd'hui Marguerite, elle n'aura pas les mêmes problèmes que Grégorine demain. Donc, voilà, moi, ça m'a posé problème de dire que oui, on fige un truc et puis allez, on applique à tout le monde. Ça veut dire, toi, tu viens, tu n'as pas de problème d'aide médicale, forcément, tu auras des problèmes parce que moi, dans mon truc, c'est l'aide médicale. Donc, ça m'a posé problème. Et puis, bon, comme toujours, elles ont trouvé des solutions. Voilà. Ben, en fait, la solution, c'est de se mettre à 3. On est en train de réfléchir avec Madame Talleyrand qui est dans la salle à faire un guide où on essaie de voir un peu les trucs qui ne vont pas bouger. Par exemple, notre population, les gens qu'on reçoit en général ont plus ou moins tous le même problème, c'est l'accès au titre de séjour. Et là, il y a des fois où vraiment, même avec toute la bonne volonté, on ne peut pas faire grande chose parce que la personne, elle est par exemple dublinée. Je pense que dublinée, ça parle à tout le monde ici. Voilà. Donc, ça veut dire que la personne est passée par un pays de l'Europe avant d'arriver. Donc là, du coup, on est bloqué à un certain stade. Donc, c'est sur ces questions-là qu'on réfléchit sur l'aide médicale de l'État. Mais après, certaines choses, ceux qui vont répliquer devront aussi ajuster par rapport déjà au territoire qui sera différent forcément parce que les problèmes rencontrés en Île-de-France ne sont pas les mêmes que ceux qu'ils rencontreront en province, tout ça. Donc, voilà, au fur et à mesure, on ne peut pas prendre Makassi pour amener ça à Calais. Ce n'est pas la même chose. Donc, voilà. Du coup, pour aussi acculturer nous autres chercheurs à la réalité du terrain, une autre des solutions, ça a été de mettre en place un travail avec des pairs. Donc, je vais vous en dire 2 mots avant de conclure. En fait, les pairs, comment on les a trouvés et comment on a travaillé avec eux, en fait, ce sont des personnes qui sont bénéficiaires à la base de l'association ARCAT. Donc, ce sont des personnes qui sont elles-mêmes originaires d'Afrique subsaharienne, vivant avec le VIH et qui traversent, ou ont traversé ou traversent encore des épisodes de grande précarité. Donc, grâce au travail déterminé de Corinne, qui est dans la salle aussi, on a pu les recruter, donc une quinzaine de personnes au total, 7 femmes et 8 hommes. Et très concrètement, on a fait en fait une série d'ateliers avec eux pour, alors je le dis un peu rapidement, mais pour faire émerger un peu des thèmes nécessaires pour l'intervention, pour renseigner l'intervention, donc sur l'installation en France, comment ça se passe, qu'est-ce qui leur aurait manqué, quelles informations ils auraient pu avoir. Ils citent beaucoup Médecins du Monde, hein, donc Médecins du Monde est assez connu. Et puis en termes de sexualité, d'outils de prévention qu'ils connaissent ou non. Ensuite, on leur a présenté l'intervention une première fois telle qu'on la pensait, on les a fait réagir. Ils ont beaucoup participé à l'élaboration des questionnaires, par exemple, donc à reformuler des questions que les chercheurs pensent dans leur tête parfois. Et voilà, et peut-être juste dire 2 défis. Enfin voilà, ça a été très très riche et nous ça nous a permis vraiment de concevoir cette intervention. Peut-être 2 défis, c'est de faire intervenir des personnes qui sont très précaires, qui ont d'autres soucis que la recherche Makassi dans leur vie et arriver à les revoir régulièrement. Donc ce qu'on a fait, c'est faire des groupes de pairs à la fois le matin et en soirée pour que tout le monde puisse venir et concilier ça avec son travail. Les dédommager aussi du temps qu'ils passent avec nous, je pense que c'est important de le dire. Et un autre défi, alors qu'on est encore en train de travailler, c'est faire
faire participer ces personnes, pairs, à des groupes de recherche où il y a des chercheurs qui parlent peut-être, qui sont plus d'assurance, qui parlent plus, qui parlent en termes parfois assez techniques. Donc on a eu voilà, des réunions où ça partait dans les détails techniques de comment déposer tel projet avec voilà, tel design, etc. Donc là, on perdait une partie des gens. Et donc, ce qu'on essaye de faire, mais voilà, notre prochaine réunion, c'est mardi prochain, donc je ne sais pas encore à quel point ça va marcher, mais c'est de vraiment préparer ces réunions-là avec les pairs en amont, c'est-à-dire on les a vus dans une première réunion, on a déroulé un peu avec eux les résultats qu'on allait présenter pendant la réunion qui va venir, et pour voilà, les faire réagir sur les résultats et qu'ils puissent un peu échanger entre eux et savoir ce qu'ils allaient porter à la réunion de mardi prochain. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Anne, Séverine et Vérochka. Cette présentation sur une recherche interventionnelle qui, je trouve, met bien en évidence le lien entre précarité et prévention. Et puis merci d'avoir parlé de solutions, parce que je trouve que ce n'est pas toujours le cas. Le so what, qu'est-ce qu'on fait après tout ça? Et alors vous rappelez le mot du président du Conseil, Queuille, dans les années 50, qui disait qu'il n'y a pas de problème que l'absence de solution ne finisse par résoudre. Et bien vous n'allez pas dans cet esprit-là, et je crois que c'est intéressant. Et trois petites choses qui peut-être pour le débat seraient intéressantes aussi, c'est la question que je me pose sur vos enquêtes biographiques et ces entretiens MACOSI. Est-ce que c'est facile tout ça, et est-ce qu'on ne se heurte pas à un problème de temps, déjà évoqué dans la première table ronde, à un problème de temps court? Ce que je me demande aussi, c'est pourquoi le mot empowerment, que vous avez prononcé à plusieurs reprises avec un magnifique accent, est décidément intraduisible en français. Pourquoi? Et puis enfin, j'étais intéressé par ce que vous disiez finalement de l'interculturel, interprofessionnel, hein, qu'on est dans des cultures professionnelles très très différentes, qu'il faut acculturer les chercheurs, etc. Et comment est-ce que tout ça se vit dans vos milieux? Voilà. Alors, Philippe, maintenant, c'est à toi. Qu'est-ce que tout ça t'inspire? Et puis après, on aura un petit débat. Pas très très longtemps, mais je raterai mon train pour qu'on ait quand même le temps d'aller peut-être jusqu'à 1h15. Mais voilà. À toi, Philippe. Bon, ben merci. Il y en a un à 21h50, c'est ça? Okay. Oui, ben merci pour ces présentations très riches, et puis merci aussi de m'avoir donné cette opportunité de participer à votre journée. Moi, je ne suis pas du tout du secteur médical ou humanitaire, donc c'est passionnant pour moi de vous entendre, de voir où en est ce type de réflexion au sein de Médecins du Monde. Moi, ça a été dit effectivement tout à l'heure, je vous parle à partir de deux champs de référence, notamment à la fois l'APAD et la socio-anthropologie du développement, dont Yannick a parlé un petit peu tout à l'heure, qui s'intéresse à comprendre les liens problématiques entre intervention extérieure et dynamique de changement social, et qui interroge justement les gaps, les contradictions des interventions externes, et interroge leur prétention à apporter des changements positifs pour les acteurs à qui c'est destiné, mais qui prend donc comme objet de recherche ces problèmes de l'action publique et de l'intervention, qui sont structurels, et en même temps promeut aussi un dialogue avec les praticiens pour contribuer dans la mesure du possible de réduire en partie ces gaps et ces contradictions. Et l'autre expérience qui n'est pas sans lien avec qui m'a inspiré mes réflexions, c'est effectivement les 10 ans que j'ai passés à la direction scientifique du GRET, qui est une ONG professionnelle technique, qui intervient sur des champs qui ne sont pas les vôtres, développement économique, agricole, les petites entreprises, etc. Et où j'ai passé 10 ans donc à la direction scientifique du GRET, à essayer de contribuer à la circulation des savoirs, à l'intégration de perspectives de sciences sociales dans une ONG qui avait une culture historique très, très technique, plein d'ingénieurs. Bon, j'en étais un aussi au départ, hein, rassurez-vous. Et voilà, du coup, on s'est confronté aussi à des questions qui sont un petit peu les vôtres, sur comment sortir de lecture trop techniciste, comment arriver à comprendre les réalités sans être enfermé dans ses propres lunettes, et comment essayer d'insuffler dynamique de réflexivité, de prise de recul, d'apprentissage sur l'action. Alors, la table ronde est intitulée « Accompagnement du changement social, quelle participation des populations et des équipes à la recherche ?» Et puis Michel, dans son introduction, a formulé les choses un petit peu différemment. Est-ce que la recherche sert à quelque chose à la pratique ?
c'est pas tout à fait les mêmes questions, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un ensemble là autour des rapports en fait entre savoir de sciences sociales, savoir des populations. Donc, ce matin, au tout début, on parlait de savoir profane. J'aime pas tellement ce mot parce que ça le met uniquement en relation avec les savoirs scientifiques censés être plus savants, etc. Mais en tout cas, les savoirs populaires, les savoirs vite d'usage, les savoirs vicinaux, il y a plein de catégories pour parler des différents savoirs des acteurs locaux, mais aussi les savoirs techniques, les savoirs professionnels des agronomes, des économistes ou des médecins, des sages-femmes, etc. Et du coup, la question c'était plutôt qu'est-ce qu'apporte la recherche socio-anthropologique à la pratique et au renforcement du pouvoir d'agir des acteurs locaux et à quelles conditions, effectivement, comme tu l'as dit. Alors, déjà, avant de rentrer sur des expériences de collaboration directe, telles que ça a été les exemples qu'on nous a présentés, je pense que cette question de à quoi sert, est-ce que les recherches en sciences sociales servent à quelque chose, il ne faut pas la limiter à la question d'études et de recherche commanditées ou construites en commun, quoi. Il y a un questionnement un petit peu plus large et on a un continuum finalement entre une perspective plutôt de diffusion, de transfert, de circulation de savoir de sciences sociales, de questionnement de repères de sciences sociales dans des mondes dont les acteurs ont des formations qui sont plutôt des formations techniques, spécialisées, liées au vivant, au biologique, etc. Et puis, à l'autre bout, effectivement, du continuum, quelque chose, effectivement, la production commune ou la production de connaissances avec et pour les praticiens au service de l'action, quoi. Je voudrais un tout petit peu venir sur la première partie. Alors évidemment, je ne suis pas du tout dans une perspective tous les débats sur la vulgarisation scientifique, le transfert, comme s'il y avait en haut une connaissance scientifique qu'il fallait faire descendre vers le peuple. Ça, c'est à jeter à la poubelle tout de suite. Mais il y a quand même effectivement une question de regard sur les choses, de culture de sciences sociales. Yannick l'a bien dit aussi, quoi. Cette attention effectivement aux détails, aux représentations, aux acteurs. Et puis surtout, tout ce travail de l'anthropologie qui vise à essayer de se distancier au maximum de ses propres présupposés, de ce qu'on a incorporé de façon inconsciente parce qu'on est né à tel endroit, on est dans tel milieu social, on a fait telles études, etc. À prendre de la distance par rapport à ça pour pouvoir lire des réalités, non pas à travers ce filtre-là inconscient, mais qui est là très structurant, mais justement s'en distancier au maximum pour être au maximum capable de comprendre les pratiques et les représentations des autres en face. Pas parce qu'ils sont radicalement différents, mais simplement parce qu'ils sont en face, quoi. Et là, il y a des questions, effectivement, de culture, de façon de poser les questions, en amont de collaboration sur des recherches proprement dites. Et devenir chercheur en sciences sociales ou anthropologue, ça se fait pas d'un coup de cuillère à peau. Dire que initialement, moi, j'étais agronome, avec pas vraiment de sens sociologique incorporé au départ, quoi, donc je mesure bien, c'est un gros boulot, quoi. Et effectivement, il est hors de question de demander à tous les médecins, les infirmières, les sages-femmes ou les agronomes, etc., de devenir anthropologues. C'est pas du tout ça l'enjeu. La question, c'est plutôt de donner des perspectives pour mettre en situation, mettre en contexte ces savoir-faire et ces pratiques professionnelles dans une compréhension plus large des enjeux, des situations et des acteurs, et donc d'apprendre ou de plus facilement se distancier de la façon dont sa propre culture, sa propre histoire, ses propres références professionnelles forment des œillères à la perception de certains pans de réalité. Et moi j'aime bien l'expression, c'était Henri Laborit dans La Nouvelle Grille il y a bien longtemps, dans les années 70, il avait un passage où il disait, c'était autour des théories de la complexité, il disait, prétendre avoir des polytechniciens, c'est-à-dire des gens qui sont bons dans tout, c'est de la foutaise. Ce qu'il faut, c'est des monotechniciens polyconcepteurs. C'est-à-dire des gens qui maîtrisent leur savoir, de sages-femmes, d'infirmières, d'agronomes ou de chercheurs en sciences sociales, mais qui sont en même temps capables de resituer leur expérience, leur savoir-faire dans une appréhension plus large, plus complexe du réel. Il me semble que c'est ça l'enjeu, effectivement, pour des intervenants de développement ou de l'humanitaire. C'est une exigence, je pense, qui vaut pour tout le monde, mais qui est encore plus forte lorsqu'effectivement, on veut amener du nouveau ou du bien dans des contextes qui ne sont pas les nôtres. Pas forcément parce que c'est l'Afrique ou l'Amérique latine et pas l'Europe, mais parce que c'est pas le même milieu social, tout bêtement. Et que cette dimension, effectivement,
prise de distance par rapport à ses propres regards, ses propres grilles d'analyse est d'autant plus importante effectivement qu'on prétend travailler pour d'autres et qu'on le fait dans des contextes, une fois, interculturels où on n'a pas a priori les clés, forcément toutes les clés pour comprendre. Et puis en fait, ou comme dans toute situation, eh ben, on observe la réalité à partir d'un point, le point qu'on a en tant que coordinateur du projet, en tant que médecin dans un centre de santé, et que forcément ça donne accès à une partie de la réalité sociale. Et ça, on voit avec la question de la réflexivité qui a été évoquée plusieurs fois et qui est extrêmement importante. Comment est-ce qu'effectivement on réfléchit sur ce qu'on est en train de faire en tant qu'intervenant humanitaire, en tant qu'intervenant de développement, en tant que chercheur, et de prise de recul et de réflexion sur à quel jeu on joue, à quel jeu on nous fait jouer dans ces situations complexes avec plein d'acteurs dans tous les sens. Voilà, alors effectivement, ça a été dit, structurellement, toute intervention de développement est structurée de confrontation de logique, de représentation et structurée de malentendus, quoi. C'est inévitable. C'est inévitable parce que toute intervention repose sur une vision normative, technicienne, militante, politique, etc. Mais sinon, on ne serait pas en train d'aller crapahuter ou passer du temps à l'autre bout du monde. Et pardon. Je n'ai pas l'habitude. Il faut vraiment que je sois complètement dans le. On ne peut pas régler son. Bon, excusez-moi, je vais essayer. Et donc, l'enjeu du dialogue avec les sciences sociales, c'est justement d'essayer de réduire en partie ces contradictions en donnant des clés aux praticiens, aux intervenants, pour décoder de façon plus complète, moins partielle, moins partiale, cette réalité complexe dont ils font partie pendant l'intervention. Alors ça pose la question effectivement des cadres cognitifs, effectivement à partir de quelle clé d'analyse, de quelle grille de lecture du monde effectivement est pensée l'intervention. Alors il y a les modèles du développement des cadres logiques, etc., mais aussi effectivement les modèles biomédicaux, il y a tout ça qu'on colporte effectivement souvent inconsciemment. Et là, il y a des bases finalement d'un raisonnement un petit peu sociologique, indépendamment de collaboration directe, approfondie avec des chercheurs. Et l'exemple qui avait été donné sur les jeunes filles tout à l'heure me faisait penser à un cas qu'on avait rencontré au GRET sur des problèmes de nutrition, où mes collègues avaient fait un vrai travail pour définir des messages d'éducation nutritionnelle compris dans des formes qui soient compris par les jeunes mères à qui elle était destinée, mais ne s'était pas posé la question de savoir est-ce que ces jeunes mères sont autonomes dans leurs décisions sur la façon de nourrir leurs gamins. Et en fait, non. Évidemment, le réalisme sociologique dit qu'a priori, non. Vous êtes une jeune femme, une jeune mère qui débarquait dans la famille de votre mari dans un village au Burkina Faso, mais c'est vrai aussi chez nous en partie, hein, je l'ai vécu, enfin, ma femme l'a vécu. Vous avez la belle-mère sur le dos, vous avez le mari, vous avez tout ça. Donc il y a à la fois des représentations sur c'est quoi un gamin en bonne santé, c'est quoi une bonne façon de nourrir son enfant, et des normes sur qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi, qui ne relèvent pas que de la jeune mère. Donc déjà, indépendamment même de travaux de recherche approfondis, le fait de se dire on n'est pas sur des sommes d'individus posés les uns à côté des autres, mais des gens dans des rapports sociaux où il y a des normes et des représentations qui structurent les façons de penser, les façons d'agir, déjà amène à se poser ce type de questions. Donc il y a une série de choses qui sont de l'ordre effectivement d'une façon générale de poser les questions, de sociologiser un petit peu le regard. Et là, effectivement, des passeurs qui ont l'habitude et dialoguent ou sont intéressés au dialogue entre praticiens et chercheurs en sciences sociales, qui ont une double compétence, une capacité de mobilisation de cadres d'analyse, de réflexion, de transmission sous des formes accessibles de ces références-là peuvent jouer un rôle très, très important. Et manifestement ici, la création de ce pôle recherche et apprentissage essaye de structurer, d'institutionnaliser ça au-delà des études qui ont pu être menées. Alors,
venons-en maintenant plutôt à ce qui était le cœur de la table ronde, c'était effectivement les questions de la contribution de la recherche à l'amélioration des pratiques et au renforcement du pouvoir d'agir des autres dans des collaborations et dans des collaborations opérationnelles. Et donc, effectivement, on est là directement sur la question des rapports entre savoir de sens social, qui ont leur propre logique, leur propre questionnement, leur propre grille d'analyse, et les savoirs d'autres acteurs, savoir de praticiens, savoir des différents acteurs locaux, patients, clients, usagers, selon les cas, et puis aussi autorités politiques, religieuses, administratives, etc. La question de la participation, le thème participation est toujours ambigu. On a parlé de coproduction et je suis beaucoup plus à l'aise avec ce terme-là parce que participation, c'est toujours la question, c'est qui participe à quoi, initié par qui et selon quelle modalité, quoi. Et vous ne participez pas à la teuf que vous organisez, vous participez à la celle que les autres ont organisée. On a évoqué, il y a différents niveaux dans ces modes de collaboration entre chercheurs praticiens et acteurs locaux, organisés ou non. Et l'enjeu essentiel, effectivement, dans ce questionnement des confrontations entre savoirs, c'est en amont et en aval de la recherche ou de l'enquête proprement dite, c'est beaucoup plus la négociation des questionnements et des questions de recherche en amont. Et la question du partage des résultats et de la mise en débat après ça. Donc, ça a été dit effectivement. Les négociations des questionnements et des questions de recherche, c'est important parce qu'effectivement, ça a été dit aussi, les questionnements qui font sens et qui font avancer le schmilblick, c'est a priori ni des questionnements strictement académiques, qui peuvent être intéressants mais très loin des préoccupations opérationnelles et justement on ne sait pas quoi en faire ensuite, ni complètement des questionnements de praticiens qui ne sont pas forcément et souvent pas formulés dans des termes qui font sens pour les sciences sociales. Donc une dimension de négociation de ces questionnements en fonction aussi d'une analyse des situations, des enjeux, des blocages et des Donc l'enjeu, et ça a été bien montré par les deux exemples, c'est une logique de co-construction d'une vision partagée de la situation, sachant que par rapport à ces contradictions entre visions d'acteurs, eh bien, c'est seulement à partir d'une vision un peu plus partagée qu'on peut essayer de trouver des nouveaux leviers pour l'action. Et dans ce passage à l'action, effectivement, les chercheurs sont souvent en situation délicate parce qu'eux n'ont pas la pratique et les savoir-faire. Et autant ils peuvent réfléchir avec vous sur est-ce que vos nouveaux pistes d'action font sens par rapport à la compréhension qu'ils ont des contextes et des dynamiques. Autant c'est pas eux le plus souvent qui vont être capables de vous dire sur la base de ces résultats, voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qui pourrait faire sens. Voilà, évidemment, l'enjeu de cette vision partagée, c'est de la construire à partir d'une prise en compte du réel, donc de sortir des jargons, des langues de bois, des représentations de l'intervention. Ça a été dit ce matin aussi pour discuter à partir des plus proches possibles des représentations, des pratiques, des réalités, et d'ouvrir à partir de là, du coup, des façons différentes de voir les choses. Deux autres points pour terminer. Au-delà encore des recherches en collaboration, on a parlé de question des temporalités, de la difficulté d'intégrer des perspectives de recherche dans la temporalité de l'action. Et ça, c'est un vrai problème structurel. La recherche, elle est par rapport aux questions opérationnelles que vous posez, elle est soit en avance, parce qu'il y a des choses qu'elle a déjà traitées ailleurs, soit en retard, parce qu'elle n'a pas travaillé sur ce sujet-là qui vous intéresse ou dans cet endroit-là, ou soit à côté, parce que les questions qu'elle se pose ne sont pas les vôtres, quoi. Et du coup, cette question de temporalité est difficile à traiter, et c'est compliqué à faire dans le cadre des phases de financement. Effectivement, des projets qui sont au maximum processuels rendre cela un peu plus facile. Et puis c'est souvent des logiques de programme où c'est pas dans la phase projet là que effectivement les apports vous pouvez être mobilisés, mais c'est dans la phase suivante ou dans l'autre projet qui relève un peu de la même logique et qui se fait à côté. D'autres démarches aussi intéressantes, c'est tout ce qui s'appelle du suivi de processus, c'est-à-dire de l'accompagnement dans l'action de regard de sens social. Pas en disant on fait une phase d'étude de 2, 3, 5, 7 mois, mais on a dans la durée un accompagnement de sciences sociales à la réflexion des équipes sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi, quels sont les problèmes, qu'est-ce qu'il faudrait mieux comprendre, quoi.
Ça, c'est des choses assez intéressantes et il y a des bouquins là-dessus qui aident à réfléchir ces sujets-là. Et puis, un autre outil aussi, c'est les capitalisations d'expérience, sur lequel on avait pas mal travaillé au GRET, où il s'agit finalement d'animer la réflexion collective d'une équipe en rétrospectif pour construire une vision partagée de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce qui a marché, pourquoi, et structurer finalement des apprentissages sur cette expérience. Et là, c'est aussi un outil assez puissant d'évolution des cadres de pensée, parce que les praticiens se confrontent eux-mêmes à cette relecture d'histoires qu'ils connaissent, avec un accompagnement de regard de sens social sur les clés d'analyse et d'interprétation. Et ça est assez intéressant en termes justement de systématisation de savoir lié à l'action, très proche de l'action, et aussi d'évolution des façons de réfléchir et de penser de praticiens. Voilà. Merci Philippe. Toujours difficile d'applaudir avec un micro à la main. C'est comme dans les pots d'adieu, ou comment on fait pour applaudir avec une coupe à la main. Et bon. Au fond, une des choses que j'ai retenues de ton intervention et de celle de Yannick Jaffray ce matin aussi, c'est un peu une sorte d'éloge du pas de côté, du décentrement, du doute constructif. L'idée de se distancier de ses propres présupposés, de ses propres grilles d'analyse. Et puis une autre chose qui a été mise en évidence aussi, c'est un peu une évidence, mais c'est pas mal de s'en rappeler, c'est que chacun voit le monde à partir de ses propres lunettes, qui sont, comme vous le savez, l'objet que par définition on a sur le nez, mais on voit le moins. J'avais un copain sénégalais qui me disait, tu sais, quand tu demandes aux Sénégalais, avec leurs lunettes sénégalaises, qu'ils pensent des Français, ils disent ils sont pros, ils sont méthodos, c'est insupportable, encore plus insupportable sur la rigidité du temps, absolument pas flexible, etc. Et alors ce copain sénégalais avait vécu en Allemagne il y a un certain temps, il me disait c'est marrant parce que quand tu demandes aux Allemands ce qu'ils pensent des Français, ils disent ils sont désordonnés, désinvoltes, pas pros du tout, ils sont toujours en retard, ils sont flexibles sur le temps d'une manière qui ne nous plaît pas du tout. Donc chacun voit vraiment le monde, je crois, à partir de ses propres lunettes. Voilà. Alors si vous voulez, on a une petite vingtaine de minutes de débat, sauf si vous avez très faim et que vous voulez qu'on arrête dans 10 minutes, mais peut-être qu'on peut se donner un petit peu de temps, parce que toutes ces interventions étaient très riches et génèrent, j'en suis sûr, beaucoup de questions chez vous. Oui, bonjour. Je suis Christian Laval, je suis administrateur de Médecins du Monde et sociologue par ailleurs. J'ai une remarque et une question en fait, ou un petit commentaire, une contribution. La première, c'est sur le terme de recherche interventionnelle. Bon, je pense que c'est quelque chose qui a à voir avec la question de façon assez systématique de fait sur l'évaluation. C'est-à-dire qu'une recherche qui a la prétention d'être interventionnelle doit se poser la question des critères d'évaluation de son intervention. Donc là, on voit bien qu'il y a une pléthore de critères qui pourraient être dégagés. Il y a le pouvoir d'agir, il y a la participation, il y aurait la satisfaction des personnes. Il y a aussi, je dirais, des indicateurs qui sont liés à la diminution en termes de santé publique d'un certain nombre de problèmes de santé publique. Mais ma question là, c'est est-ce que vous avez... Alors j'ai bien compris que vous êtes au milieu du gué, hein, donc c'est une question contributive. Est-ce que vous avez pensé aux critères d'évaluation de cette recherche interventionnelle que vous allez dégager, ou est-ce que c'est quelque chose qui est à venir et comment vous allez le faire? Ça, c'est mon premier commentaire. Et le deuxième, c'est lié à la question des indemnités. Si on considère, comme l'a dit l'assistante sociale, que ces savoirs, moi, que j'appelle expérientiels, sont des savoirs qui sont des savoirs des usagers, mais aussi des savoirs des professionnels, parce qu'elle nous explique qu'il y a des savoirs particuliers. On pourrait se poser la question, dans une transaction, je dirais, de savoir scientifique entre savoir scientifique et savoir expérientiel, pourquoi on n'indemniserait pas des usagers qui vont voir une assistante sociale alors qu'on indemnise des usagers qui vont voir des scientifiques? Donc moi, ça reste une énigme. Je sais que les anglo-saxons indemnisent beaucoup les usagers qu'ils rencontrent dans les enquêtes, les interviewés. Mais je dirais que cette direction qui est celle d'indemniser un certain nombre de personnes doit être
à mon avis, mis en relation avec cette émergence des savoirs expérientiels. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas dans une marchandisation des savoirs expérientiels à partir du moment où on indemnise les personnes? Voilà. Alors, merci beaucoup de cette question. Vérochka, est-ce que vous pouvez nous aider à résoudre cette énigme? Et ensuite, Anne et Séverine, c'est vous qui avez prononcé le mot de recherche interventionnelle. Donc, ce sera à vous après. Bonjour. Je ne sais pas si... Oui. Je pensais peut-être les laisser, à moins que votre question soit liée à ça, mais les laisser répondre à cette interprétation. Et ensuite, on revient à vous. Oui, juste pour répondre sur les 2 points. Donc, il y avait une question sur les indicateurs, la recherche interventionnelle, et puis sur l'indemnisation. Sur les indicateurs, on n'est pas du tout rentré dans la méthodologie, mais du coup, on a une approche mixte qui est à la fois qualitative avec ma collègue anthropologue ici présente et un volet quantitatif que je porte moi. Et donc, on a des indicateurs, bien sûr, sur à la fois des indicateurs intermédiaires. Est-ce que l'intervention Makassi a réussi à faire que les personnes aient entamé des démarches et ouvert certains droits, enfin ce genre de choses. Et on a des indicateurs plus en termes de santé sexuelle. Est-ce que la session, enfin voilà, l'entretien Makassi leur a permis aussi de mieux se protéger lors de rapports sexuels, d'avoir moins de rapports transactionnels ou de s'être approprié des outils de prévention combinés. Donc, bien sûr, c'est des choses qu'on a pensées en amont du pilote et qu'on est en train de revoir, d'affiner pour la phase de lancement. Sur les indemnisations, en fait, nous, notre souci pour les pères, vous voyez bien, ce sont des personnes très très précaires, donc il était hors de question de toute façon de les faire venir gratuitement et sans les dédommager de la peine qu'ils avaient pris. Nous, le parti qu'on a pris pour ce qui est plus des participants à l'étude, c'est de dédommager non pas l'intervention Makassi elle-même, mais le fait qu'on recontacte les personnes à 3 et à 6 mois et que là, c'est du temps qu'on leur demande en plus, bien évidemment, pour répondre à un questionnaire de recherche. Donc, on ne dédommage pas, si vous voulez, l'intervention elle-même, dans l'idée aussi que si ça marche très très bien et que voilà, c'est une réussite, on voudrait répliquer aussi cette intervention et donc aller convaincre les décideurs, les ARS, que c'est faisable et que les personnes viendront et voilà, pourront bénéficier de l'intervention sans forcément motivation financière. On a fait le choix de dédommager seulement la recherche pour l'instant. Merci beaucoup. Donc, autre question. Les gens qui posent des questions ne seront pas dédommagés, mais allez-y, hein, c'est... Bonjour, je suis Mariana Le Carpentier, psychosociologue, et mon regard se situe entre les mondes de la psychanalyse, de la sociologie, entre le monde professionnel et le monde de la recherche, en n'oubliant pas mon propre regard qui est spécifique à ma trajectoire, à mon histoire. Voilà, et je voulais faire une remarque sur... Non. Ça va, là? Alors, j'ai une question qui concerne les 2 recherches présentées. Ça va? Vous m'entendez? Donc, cette question, je souhaiterais savoir déjà, sur le contexte, la première recherche qui a été présentée, je souhaiterais savoir quels sont les éléments de contexte historiques, sociaux, qui concerne les usagers de drogue. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Comment ça a évolué? Et est-ce qu'on pense les chercheurs qui ont participé à ce travail? Et toujours concernant le contexte, en fait, sur la deuxième recherche, on constate qu'un élément de contexte qui est important pour moi, c'est que on arrive à la conclusion, on observe, on constate que l'acquisition du VIH est quelque chose qui concerne les immigrés, en fait, qui vivent en France. Et ce n'est pas un résultat nouveau. On le savait déjà, que les gens arrivent plutôt en bonne santé et qu'ils ont des maladies assez graves par la suite. Et je voulais savoir quel a été le questionnement qui a traversé les chercheurs et les professionnels qui ont participé à ce travail par rapport à cet élément de contexte. Merci beaucoup. Alors, les 2 équipes au travail. Alors, sur le contexte qui amène à cette forte préférence d'usage de drogue,
je pense que ça mérite une étude entière, mais quelques éléments que moi je peux apporter, c'est déjà Myanmar fait partie du deuxième producteur d'opium mondial, donc avec un historique d'opium qui fait partie de la culture, comme on peut voir à the Middle East. En plus, on parle d'un contexte avec une guerre depuis, je crois, 2-3 générations maintenant, donc c'est des éléments qui aident pas. Et un troisième élément peut-être qui est un peu nouveau pour moi, c'est à Kachin, l'héroïne est utilisée beaucoup par les agriculteurs parce qu'ils travaillent dur dans certaines périodes de l'année, et avec l'héroïne, ils peuvent travailler plus longtemps, ils ne sentent pas les douleurs et ça les aide vraiment d'être plus productifs. Donc en fait, ça marche très très bien jusqu'à un moment que ça devient un problème. Merci. Oui, je me permets de répondre parce que du coup, c'était plus sur l'enquête parcours et sur l'acquisition du VIH en France. Vous avez raison de souligner qu'il y a un peu un stéréotype sur le fait que les personnes arrivent en mauvaise santé en France. En général, les personnes qui quittent leur pays sont en meilleure santé que les personnes qui y restent. Et on sait que les conditions de vie très défavorables dans lesquelles vivent les personnes dégradent leur santé. Vous avez tout à fait raison. Après, sur le VIH, c'était pas quelque chose qui était... Peut-être c'était une intuition de personnes sur le terrain, mais c'est pas quelque chose qui était montré scientifiquement, qu'en fait, les personnes acquéraient le virus du VIH après leur arrivée, et surtout, Parcours, grâce à cette méthode biographique, a permis de mettre ça en lien avec leurs conditions de vie, et que c'est vraiment les années sans logement, sans titre de séjour, sans ressources, en particulier pour les femmes, qui les met à risque d'être exposées au virus du VIH. Donc c'est ça que Parcours a apporté, qu'il n'y avait pas auparavant. Et que, oui, Rochka a raison de souligner qu'on a aussi pu montrer que le délai d'installation, c'est-à-dire le délai pour sortir de la précarité quand on arrive, est en fait assez long, 6 à 7 ans en médiane, et que c'est cette période-là, des premières années en France, qui est particulièrement, où les gens sont particulièrement exposés. Autre question? Ça marche? Il faut manger le micro pour qu'on vous entende. Okay. À mon tour de manger le micro. Merci. Donc, Laurence Kotobi, je suis anthropologue à l'Université de Bordeaux. Et je parle aussi au titre de responsable d'un master que j'ai monté il y a 7-8 ans sur santé, migration, médiation, et qui était un master dit professionnel. Voilà, je vais revenir là-dessus. Donc, juste 2-3... réflexions et une question. Je voulais rebondir sur ce que Monsieur Lavigne avait souligné, la temporalité d'acquérir un regard, ça se construit, il faut des étapes, il faut intégrer déjà sa propre posture, etc. Donc toute la réflexivité dont on a parlé. Et j'avais envie de faire partager l'idée que effectivement ça ne s'improvise pas, et que être dans les sciences sociales, ça prend du temps. Déjà en termes de posture pour le chercheur, parce que là on est sur des différentes postures et on parle du chercheur en général, sauf qu'on n'a pas encore précisé qu'il y a différents types de chercheurs, qu'il y a ceux qui sont en apprentissage, il y en a qui sont plus confirmés, etc., et qui ne sont pas aux mêmes places. Et notamment ce type de recherche dont on a eu ce matin des retours et des expériences, je pense que c'est important de bien le signaler. Il y a pas mal de jeunes chercheurs, il y a des postures différentes, il y en a qui sont aussi ce que j'appelle des apprenants, et c'est normal, on a tous appris, on est tous en train d'apprendre et on continue à apprendre. Et je pense que donc de juste prendre un tout petit peu de temps, de bien préciser les contextes et de ne pas balayer trop vite. Et malheureusement, les formats souvent ne nous permettent pas justement d'entrer dans ces détails, mais ce ne sont pas des détails. Donc d'être par exemple chargé de faire des choses qui sont très très compliquées en 4 mois. Parfois, moi, en tant que justement enseignante-chercheur, j'essaye de sensibiliser les étudiants à dire non, n'acceptez pas les stages, n'acceptez pas de faire tout, parce que la question que j'aurais posée, c'est quid de la violence vécue, de la violence qu'on produit dans cette superbe rencontre qu'il faut faire, dans laquelle moi aussi je suis très engagée depuis plusieurs années. Et c'est pour ça que je dis ça s'apprend, ça ne s'improvise pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je prends le micro, je pense que c'est un des lieux où il faut qu'on pense ensemble, moi, entre autres au titre d'universitaire, mais il y a des chercheurs, etc., il y a des collègues aussi universitaires, comment on peut mieux articuler
les démarches de recherche. De quel type de recherche s'agit-il? Quand tout à l'heure Anne Gosselin parle de l'enquête parcours, alors qu'est-ce que c'est exactement que cette enquête parcours? Parce qu'effectivement, elle a été très innovante, l'enquête parcours, et Anne n'a sans doute pas eu le temps de préciser. C'est une enquête qui déjà fait croiser des univers de recherche déjà très différents, avec notamment Annabelle Degré-Dulou qui est démographe, qui a une enfin, bon, etc., etc. Donc on n'a pas le temps de faire ces filiations, mais c'est très important d'aller à la recherche de ces filiations pour réintégrer la mémoire dont on a parlé ce matin. Et puis aussi, pour se poser donc ces questions de violence, parce que la violence, elle est... et puis aussi par rapport à la question de l'interculturalité, des cultures professionnelles. Hein. Et de l'articulation des diversités des savoirs, mais aussi des expériences, et de ne pas trop vite englober les chercheurs contre ou avec comment dire, les développeurs, comme on fait souvent, voilà, quand on n'a pas le temps. Hein. Et je vous parle aussi comment dire, d'une expérience aussi d'enseignement, par exemple à Bordeaux. Moi, on m'a demandé depuis plusieurs années d'enseigner à l'IFED, qui est quand même un des producteurs autour de la méthodologie de projet, etc., de développeurs, de futurs développeurs ou de développeurs en herbe. Or, du côté des étudiants aussi, il y a une grande interrogation à mieux apprendre, à mieux, comment dire, à pas forcément chercher des clés autour de l'interculturel, mais à mieux comprendre et à faire... à être efficace, bien sûr, à trouver un boulot, bien sûr, mais à dépasser aussi le cadre de la méthodologie de projet. Et parfois, ils me disent, mais quand vous venez, mais c'est une vraie bouffée d'oxygène. Et moi, je dois cavaler parce que j'ai 10 heures. Voilà les réalités aussi de l'articulation aujourd'hui, hein, entre universitaires, entre recherche. Donc je pense que c'est un appel un peu au secours. Et je voulais juste préciser aussi que donc avec Magali Bouchon, quand j'ai monté le master, eh bien, j'ai demandé justement à Magali, qui était jeune, je crois que ça faisait 3... Non, tu venais juste de prendre le poste, c'était en 2007, hein, c'est ça, voilà, ici, pour que je puisse intégrer dans ce master dit professionnel, parce que comme s'il allait vers la recherche, c'était pas du professionnel, hein, mais bon, bref, et donc de venir présenter la démarche de recherche en train de se monter, en train de se faire, donc autour des déterminants de la santé, avec les outils qu'elle a pu valoriser, qui sont aujourd'hui d'ailleurs des outils MDM, qui sont vraiment innovants, mais qui sont aussi qui sont aussi le fruit d'un travail, d'un labeur qui est extraordinaire. C'est pas du tout facile de traduire, donc je rends vraiment hommage sincèrement, hein, à cette... Non mais sincèrement, parce que c'est très compliqué de traduire de façon très simplifiée des outils qui soient performants pour l'action. Et donc j'appelle souvent mes collègues universitaires à regarder aussi de ce côté-là. Et juste une dernière chose pour ne pas monopoliser, c'était par exemple, un autre exemple, quand on dit on fait l'état de l'art. Mais ce n'est pas une étape juste, oui, on fait l'état de l'art comme on fait le diagnostic, machin, etc. C'est pas ça. Il faut lire, les postures ne s'improvisent pas. Il faut lire, faire l'état de l'art, c'est écouter, entendre, rechercher des chiffres pour expliquer les contextes, avoir cette curiosité dont on a parlé ce matin, et faire l'état de l'art, c'est vraiment lire ce que, par exemple, aussi, justement, des universitaires, les chercheurs, il y a des personnes qui font leur thèse. Ils passent 3 ans, 4 ans de leur vie à avoir des cheveux blancs, à produire, à finir, à soutenir une thèse. Et après, ils se fatiguent aussi pour écrire. Tout ça, c'est jamais payé, je peux vous le dire. Les conditions de la recherche, elles sont très difficiles en France, notamment. Et ça, c'est pas encore assez connecté. Parce qu'on n'a pas envie de lire non plus 300 pages, 400 pages, mais au moins, ce sont des personnes qui sont, alors locales, pas locales, et c'est très bien de travailler tous ensemble, et de lire aussi dans les langues locales, et ça demande, et ça, on est encore loin. Donc là, on n'est qu'au début, mais travaillons ensemble. Merci. Merci de ce témoignage très intéressant. Je ne sais pas ce que vous avez contre les cheveux blancs, mais enfin bon, admettons. Encore une ou deux petites questions. Merci. Merci. Je voudrais juste partager une impression. Je pense que peut-être qu'on exagère un peu trop l'écart qu'il peut y avoir entre chercheurs et praticiens de l'humanitaire ou du développement. En fait, on ne formalise pas assez toutes les modalités de coopération qu'on peut avoir entre nous, entre chercheurs, entre collègues. Simplement, on ne prend pas assez le temps d'analyser ce travail qui est fait. Parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui se font et en fait, on ne les met pas assez en valeur entre nous. Voilà. Merci beaucoup.
Écoutez, si vous le voulez bien, comme l'heure tourne, on va peut-être conclure sur ce que vous venez de dire, madame, sur les écarts. Je me souviens, enfin, vous avez peut-être lu des analyses de François Julien qui dit qu'il faudrait qu'on arrête de parler de différences culturelles et qu'on parle davantage d'écarts. Parce que la différence, on classe, enfin, une fois chacun rentre dans sa différence, ensuite on ne se parle plus. Et les écarts, au contraire, peuvent se réduire et peuvent établir un dialogue. Alors ce qui est intéressant, c'est que François Julien est un sinologue et est très influencé par le yin-yang et le fait que des différences peuvent éventuellement avoir une interaction positive. Et je trouve que ce séminaire-ci, par tout ce que j'ai entendu, en tout cas moi ce matin, contribue, me semble-t-il, à peut-être réduire un petit peu l'écart entre les uns et les autres et que chacun se comprend peut-être un peu mieux. Donc merci beaucoup de votre participation et de vos présentations extrêmement intéressantes à tous. Merci et bon appétit.